120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Bonjour, bienvenue au Studio 1. Et Katia Boissevin, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Katia Boissevin, vous êtes la directrice de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain qui innove depuis l'année dernière avec un festival qui se déroule dans 2 jours, en fait, du 19 au 22 juin, et un festival qui va permettre de voir beaucoup de films et également participer à beaucoup d'ateliers. Et est-ce que vous pourriez nous introduire dans cette manifestation et puis faire le lien avec la première édition qui avait eu lieu l'an dernier? Oui, tout à fait. Alors déjà, merci de nous recevoir. Donc je dirige l'IRMC qui est l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, et comme vous savez, c'est un institut spécialisé en sciences humaines et sociales. Donc il est dédié à faire de la recherche, mais on a également le souci d'inclure le public dans cette recherche. Et un des moyens qu'on a trouvé, c'est par le biais du Festival Jean Rouch, puisque le Festival Jean Rouch donne la part belle, enfin est consacré même, aux films documentaires et aux films ethnographiques. Donc c'est vraiment la jonction entre sciences humaines et sociales et film, écriture visuelle, si on veut dire les choses de cette manière. Donc l'année dernière, nous avions eu la chance que le comité du film ethnographique à Paris nous avait contacté l'IRMC pour demander si on était prêt à porter un festival hors les murs. On a accepté avec joie. On ne savait pas exactement dans quoi on s'embarquait, mais on a été très heureux de le faire. Et donc cette première édition a eu lieu l'année dernière au mois de février. Et là, cette année, pour toutes sortes de raisons, elle aura lieu du 19 au 22 juin avec des projections de 8 films, des projections et des débats qui sont animés pour la plupart par les réalisateurs et par des chercheurs en sciences humaines et sociales qui font le lien et qui laissent la discussion s'ouvrir avec le public aussi. Je tiens à préciser que la manifestation se déroule entièrement au cinéma L'Africa, donc au centre-ville à Tunis, sur Habib Bourguiba, qui est quand même un cinéma historique à Tunis, et que toutes les diffusions de films sont gratuites et ouvertes à tous. Très bien. Et donc des films, des débats, mais également des ateliers. Et Christine Gillard, vous êtes là pour les ateliers notamment. Oui, voilà, ce sont des ateliers qui se sont créés l'année dernière pendant la première édition. Moi, j'étais présente avec un de mes films qui avait été primé au Festival Jean Rouch à Paris et qui a donc été choisi pour être partagé pendant ces séances hors les murs. Et mais voilà, là, on rencontre une équipe. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. On a plusieurs des réalisateurs et réalisatrices invités à montrer leurs films ont été invités à participer aux ateliers. On a rencontré les participants et c'était une expérience vraiment très enrichissante pour tout le monde dans ces échanges. Et donc on a décidé de poursuivre l'expérience cette année. Et donc on est 3 réalisateurs à coordonner une partie des ateliers. Donc le coordinateur n'est pas là, il arrive ce soir, c'est Michel Tabet qui est cinéaste et anthropologue, qui est aussi vice-président du comité ethnographique Jean Rouch, chercheur et enseignant. Il donne beaucoup d'ateliers dans, je dirais, le monde arabe de manière assez large. Yvan Bocara qui est cinéaste et aussi du domaine des arts visuels, et moi-même, cinéaste principalement documentaire. Et l'intérêt est vraiment de conjuguer toutes ces expériences, ces références aussi, parce qu'on arrive tous avec des films qui nous ont marqués, pas seulement notre pratique et notre expérience de recherche ou de réalisation, mais aussi des rencontres et des films qui nous ont marqués, et l'envie avec les autres intervenants, parce qu'on ne sera pas que nous 3, ces ateliers, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc il y a d'autres intervenants et intervenantes qui vont venir notamment parler de la production en Tunisie, quelqu'un qui va aborder le webdoc, et nous on s'occupera plutôt de la partie
de participer à créer cet espace de dialogue entre les sciences sociales et le cinéma documentaire. Et justement, pardon, si je peux juste ajouter quelque chose, les ateliers sont dédiés à des étudiants, principalement en sciences humaines et sociales ou en anthropologie visuelle, qui ont été sélectionnés. Et donc ils seront une quinzaine, et aux côtés de Christine Gillard, Yvan Bocara et Michel Tabet, il y a également Abdallah Yahya, qui est le réalisateur de Matula, qui va ouvrir le festival, donc c'est le film d'ouverture. Et également, on a l'immense honneur et joie d'avoir Hicham Ben Ammar avec nous, donc qui va, lui, un peu porter le festival cette année, ou en tout cas être à nos côtés pour certains des ateliers, et puis pour l'ouverture du festival, et pour la première discussion, donc la discussion du film Matula, dont on pourra parler un petit peu si vous voulez. Et l'ouverture ainsi que la clôture seront dédiées à des films tunisiens, je crois. Voilà, alors ça c'est un petit peu la nouveauté de cette année par rapport à l'année dernière, c'est que peut-être je peux vous dire un mot de la manière dont le comité de sélection sélectionne ces films. C'est le Festival Jean Rouch met à notre disposition très généreusement les films primés, qu'ils ont primés l'année précédente. Donc on peut choisir parmi tous ces films primés, mais nous choisissons également de proposer des films tunisiens et un film du continent africain plus largement. Donc on a le film d'ouverture qui s'intitule Matula de Abdallah Yahya, et le film de clôture de Ridat Lili qui est Loun el Phosphate, la couleur du phosphate, et qui parle donc de ces mines de phosphate à Gafsa, et de la manière dont la poussière s'insinue dans toutes les zones de la vie, et comment vivre avec cette transformation de l'environnement. Sinon, pour les films, il y a aussi des fils conducteurs qui vont de l'environnement à la migration, à la violence. Oui. Alors, comment vous parlez de ces fils ? Donc, Matula parle de migration, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un jeune homme tunisien qui est séparé de ses parents, qui sont partis en migration de manière irrégulière, et qui ont l'espoir de faire venir leur fils. Mais cet espoir est constamment repoussé, donc l'enfant est élevé par ses grands-parents, et c'est une histoire qui est reproductible malheureusement dans de très nombreux pays et dans de très nombreuses régions. Donc voilà, c'est sur la violence des frontières, des liens brisés, ou en tout cas de l'espoir. Et puis il y a également des questions de migration qui se posent dans d'autres films, comme Nani India, qui est un film de Benoît Raoult, mais qui est tourné en Inde, ou Un Paese di Resistenza, donc un film italien. Et les deux parlent de la migration sous des angles très différents, puisque Nani India parle surtout de transmission et de ce qui se passe dans le cas de couples mixtes et d'enfants, ou plutôt de petits-enfants nés en migration. Et donc ça, c'est aussi quelque chose avec lequel je pense que le public tunisien pourra vraiment se mettre en lien, puisque ça fait écho à énormément de familles qui aujourd'hui ont leurs enfants et leurs petits-enfants qui grandissent ailleurs. Et donc comment faire le lien entre les grands-parents et les petits-enfants ? Là, ça se passe en Inde, donc beaucoup de choses passent par le biais du rituel. Et le film est construit sur ce passage de relais d'une manière très, très jolie et très, très intéressante. Un Paese di Resistenza, c'est un côté plus politique de l'engagement d'un maire d'un petit village délaissé par les habitants italiens, et qui accueille des migrants. Qui se met, par sa générosité et par son engagement politique, qui se met hors la loi vis-à-vis des lois de son pays, et donc s'engage un grand combat judiciaire à son encontre. Voilà, et donc on suit ça. Voilà, les liens sont multiples. Il y a également la question de l'environnement dans Mascarade et Graines d'affect,
de l'environnement et de la transmission, puisqu'il s'agit du lien entre humain et graines, j'ai envie de dire, enfin humain et semence, et donc c'est pas uniquement un lien matériel, mais aussi un lien culturel qui nous unit à l'alimentation, à l'agriculture, et notamment dans le film Mascarade, il y a tout un jeu qui se joue entre les agriculteurs boliviens, ça se passe dans les Andes, qui font pousser du quinoa, et les industriels qui veulent absolument leur vendre ou même leur donner des intrants, des fertilisants et des pesticides et des choses comme ça. Et donc il y a un jeu qui se joue entre ces différents participants et les agriculteurs qui disent oui, oui, d'accord, et puis qui derrière, une fois que les industriels ont le dos tourné, font exactement comme ils veulent et plantent le quinoa de manière traditionnelle, en lien avec les lamas. Enfin, il y a tout un écosystème qui se met en place. Donc, il y a la question de la duplicité aussi et de la violence symbolique. Alors, il y a 8 films en tout, oui. Et ces films proviennent tous des sélections du festival Jean Rouch. Alors, presque tous, puisque Matula, La couleur du phosphate et un troisième qui est Makongo sont des sélections qui sont issues du comité de sélection de l'IRMC, j'ai envie de dire, même si tous les participants du comité de sélection ne sont pas uniquement liés à l'IRMC. Mais voilà, c'est notre petit comité de sélection, mais petit par la taille, mais fort par les liens qui sont créés, puisque c'est un comité international, interdisciplinaire et très investi. Très bien. Et donc, l'articulation avec les ateliers est essentielle dans la gestion générale de ce festival. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer pourquoi ces ateliers précisément? Et puis, on pourra écouter Christine Gillard à ce propos également. Oui, je pense que je vais laisser Christine parler de cette articulation, puisqu'on a bien vu l'année dernière que tout l'intérêt qu'il y avait pour des étudiants à discuter de leurs envies, de leurs travaux le matin, et à voir des films l'après-midi et le soir. Et donc, Christine, si tu veux en dire un mot. Et donc l'idée, c'est que tous les participants et les participantes à l'atelier ont un désir de cinéma, ou un désir en tout cas d'explorer une façon de rendre par l'image et le son une part de leur recherche. Donc on l'a dit tout à l'heure, ce sont des gens qui viennent des sciences sociales, des sciences politiques, du journalisme, certains d'entre elles des arts visuels ou du cinéma déjà, ou de la photographie, qui viennent aussi de pays très variés. On a vraiment des gens du Maghreb, pas mal de participantes tunisiennes, mais aussi de Mauritanie, Sénégal, Niger. Donc c'est toute une mise en commun. L'idée de l'atelier, c'est d'accueillir vraiment une mise en commun de tous ces désirs d'image, en arrivant avec ce qu'on imagine, en recevant quelque chose de l'expérience des autres, en voyant des films ensemble. Par mise en commun, on entend aussi des moments on va regarder des extraits de films ensemble qui sont en lien avec les projets des participants et des participantes, en tout cas qui peuvent faire écho ou questionner. On va voir des films ensemble, donc on passe vraiment quelques jours intenses tous ensemble. On va voir des films ensemble qu'on aime, qu'on n'aime pas, qui nous font réfléchir, qui nous font réagir. Encore une fois, on revient avec ça le lendemain pour en rediscuter tous ensemble. Et tout ça pour qu'on avance. Donc nous, on va apprendre plein de choses. Les participants et les participantes, j'espère, vont aussi recevoir plein de choses. Mais tout naît de l'échange. Donc c'est vraiment une pratique d'atelier collective, d'aller-retour entre recevoir des moments de cinéma et puis comment discuter, construire aussi. Construire à partir de là, puisque dans la deuxième partie de l'atelier, on propose un exercice pratique qui permet déjà au groupe d'un peu faire connaissance les uns avec les autres, puisqu'on encourage quand même quelques collaborations, et puis une analyse collective du matériau rapporté, qui permet en fait de poser des questions de cinéma à partir de la matière même qui est générée par, ou des impossibilités, des difficultés qu'on rencontre. J'avais envie de filmer quelqu'un, j'ai pas osé.
Je l'ai filmé de loin, j'ai pas pu m'approcher. Donc j'ai filmé ça, j'aurais préféré filmer ça. En voyant les images des autres, ou le retour d'expérience, en entendant le retour d'expérience, on a envie de repartir avec d'autres, parfois d'autres outils, une petite idée. Donc voilà, c'est l'idée de brasser tout ça, et pour finir, de les mettre au travail de l'écriture sur leur propre projet. Donc la fin de l'atelier, c'est quand même entamer, stimuler ce travail d'écriture. Et justement, le travail d'écriture est au cœur de cet atelier à la base. Et au-delà, je crois que la jonction entre cinéma et sciences humaines et sociales, c'est un peu l'esprit de la manifestation. Complètement, oui, vous avez raison. Si je peux dire un mot des ateliers tels qu'ils ont été conçus l'année dernière, il y avait aussi bien sûr ce souci d'écriture visuelle, et certains des participants ont été suivis au cours de l'année par Christine et les autres encadrants. C'est-à-dire que ça ne s'est pas limité aux quelques jours d'atelier, mais pour les plus motivés d'entre les participants, parce qu'il faut une certaine motivation, il y a eu d'autres rendez-vous, un autre suivi sur les projets personnels. Le lien cinéma-sciences sociales, c'est Jean Rouch. C'est lui-même fondateur d'une certaine manière de l'anthropologie visuelle, même si évidemment il n'était pas seul, il n'était peut-être pas le premier, mais en tout cas c'est quand même le totem, si on peut parler ainsi, du festival et de l'anthropologie visuelle. J'ai dit religieuse, non, tout à l'heure ? Non, ça va, non, pardon. L'anthropologie visuelle dans son ensemble. Donc cet anthropologue qui est né au début du XXe siècle, en 1917, et qui est décédé en 2004. Bon, il était très, très proche de son terrain au Niger, et c'est assez heureux qu'aujourd'hui nous recevions des étudiants de Niamey, d'un département d'anthropologie visuelle à Niamey, et qui viennent aujourd'hui à Tunis pour participer à ces ateliers dans le cadre du festival Jean Rouch. Moi, ça me touche beaucoup comme boucle. Et puis, pour rebondir sur quelque chose que Christine disait tout à l'heure aussi, cette mise en commun donc d'étudiants d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et d'Europe, encadrés par des encadrants, c'est redondant, mais tant pis, et encadrantes d'Europe et du Maghreb, c'est aussi une manière de se rendre compte des écarts de richesse, entre guillemets, enfin en tout cas des écarts de moyens qui sont à la disposition des uns et des autres, et de faire avec ces écarts, et de faire en dépit de ces écarts, et de partir sur une base de volonté commune, d'échange. Voilà, comme je vous dis, il y a des étudiants de Niamey qui viennent ici à Tunis, il y a des étudiants de France et d'Italie qui viennent à Tunis, peut-être qu'un jour les Italiens iront à Niamey et l'inverse. En tout cas, voilà, d'essayer de faire du lien et de créer ensemble. Et cette formule hors les murs a permis une dissémination de ce festival Jean Rouch, puisque je crois qu'elle est reproduite en plusieurs lieux. Oui, alors il y a un hors les murs à Marseille, donc au Mucem, et d'autres encore. Je vous avoue que là, ça m'échappe, mais peut-être qu'à l'avenir, il y en aura encore d'autres. Alors, bien entendu, c'est sans commune mesure avec le grand festival parisien qui montre, je crois, 80 films. C'est au musée du Quai Branly. Il y a des installations vraiment formidables, et énormément de gens qui se mobilisent pour ça. Mais à notre échelle, voilà, en partenariat avec, ce que j'ai oublié de dire aussi, avec Screen Arabia, donc le média spécialisé sur le cinéma dans le monde arabe, avec aussi la visibilité que nous donne le cinéma de l'Africa, et puis avec les collègues et collaborateurs variés, on fait connaître ce cinéma qui n'est pas... Comment dire, c'est pas du luxe dans le monde d'aujourd'hui que de se confronter à des cinémas différents, à des films. Là, on a un film, on n'a pas parlé du film iranien, mais on a quand même un film iranien qui s'appelle A Band of Dreamers and a Judge, donc une bande de rêveurs et un juge. On était censé accueillir le réalisateur
Sam Eslemi, qui se faisait une joie de venir à Tunis. Nous, on était vraiment très heureux de l'accueillir aussi. Évidemment, avec l'actualité du moment, l'espace aérien iranien est bloqué, gelé, donc, enfin pas pour tous, mais en tout cas, lui ne viendra pas. Et c'est un film merveilleux. On a rarement l'occasion de voir de tels films. C'est un film, comment l'expliquer, c'est sur les chercheurs de trésors. Évidemment, la recherche de trésors en Iran, comme en Tunisie ou en France, est interdite. Ou en tout cas, l'État demande aux chercheurs de trésors de remettre les trésors trouvés à l'État. Et là, il y a toute une histoire qui se tisse autour d'une bande de chercheurs de trésors, d'un réalisateur qui est là pour les filmer, sauf que tous se font attraper. Et donc le réalisateur on le suspecte en fait d'être un faux réalisateur, mais d'être un vrai chercheur de trésors. Et donc il y a toute cette discussion sur le vrai, le faux, la place du juge dans tout ça, qui ma foi juge quelque chose, un crime de lèse-majesté, mais en fait elle poursuit quoi? Elle poursuit une bande de pieds nickelés qui ne fait que de rêver, d'interpréter des signes de la nature en disant ah ben là les anciens Perses ont dû voir dans cette montagne, ont dû voir des lions et donc cacher un trésor à cet endroit-là, alors qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a, mais en tout cas, il y a beaucoup de rêves et ça fait du bien. Et le documentaire peut basculer dans le magique Oui, et je voulais juste ajouter aussi à ce que Katia vient de dire, c'est qu'évidemment, ça donne envie quand on l'entend parler. Et pour moi, ce qui fait aussi partie de l'expérience d'un festival de films documentaires, c'est qu'on ne s'arrête pas à la projection. On discute, on est ensemble après, on échange, et les réalisateurs, les réalisatrices sont la plupart du temps présents pour échanger avec nous, nous raconter aussi les coulisses de leur recherche qui a précédé à la réalisation de ce film. Donc c'est très très riche, tant au niveau de l'expérience de sciences sociales, puisque en tant qu'enquêteur, dans le cadre de nos enquêtes en repérage documentaire, on est vraiment, parfois, on fait des terrains, comme en sciences sociales. Tout à fait, il y a plein une immersion. Plein d'endroits de liens, et les discussions, pour y avoir participé l'année dernière, en tant même que spectatrice, sont vraiment très riches, avec des intervenants, des personnes qui font la médiation des débats. Donc j'encourage vivement à se joindre à nous. Et les participants aux ateliers seront avec vous à double titre, en tant que cinéaste, mais également en tant qu'enseignante. Donc il y a véritablement un échange d'expérience. Oui, les encadrants sont là à double titre, et les participants, c'est-à-dire les étudiants, sont là aussi en tant que spectateurs actifs. Enfin voilà, c'est un ensemble général, et le public au-delà des participants, donc le public qui nous feront le plaisir de venir, bénéficieront de tout ça, et puis pourront apporter eux-mêmes leur contribution au débat. C'est vraiment de très beaux moments d'échange qui se profilent, et comme je le disais au début, ou vous le disiez, je ne sais pas, la première édition c'est important, mais la deuxième édition est encore plus importante, puisqu'il faut que ça puisse nous amener vers une troisième. Donc vraiment j'encourage tout le monde à venir. Et puis l'IRMC a de plus en plus recours au cinéma, justement, aussi bien pour animer un peu la scène culturelle que pour créer des espaces de convergence entre cinéastes et chercheurs. Oui, alors un mot là-dessus, ce n'est pas le propre de l'IRMC. C'est-à-dire que c'est aussi une forme de tournant en sciences humaines et sociales, qui est assez générale, de s'appuyer non seulement sur l'écrit, sur l'écriture, sur des livres et encore des livres, et des mots et encore des mots, mais de trouver aussi d'autres manières d'écrire, donc écrire par le visuel, par des films, écrire par le dessin, par la bande dessinée notamment, qui prend une part importante dans l'écriture des sciences sociales aujourd'hui, par les podcasts, les sons et tout ça, et puis des expériences art, sciences sociales. Mais pour ce qui est du film, l'IRMC suit le tournant un petit peu comme d'autres le font, pas par effet de mode, mais vraiment parce que ça permet de montrer autre chose, ça permet de dire autre chose, même si je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de l'écrit, puisque
je suis moi-même anthropologue, pas du tout cinéaste, j'ai jamais fait ni de documentaire, j'utilise très peu même l'appareil photo sur mes terrains, et je pense aussi que le film peut parfois figer certaines choses, notamment, moi je travaille en anthropologie du religieux, lorsqu'on filme un rituel, on filme un seul rituel, donc on fait des choix, alors que si on observe des rituels tout au long de l'année, par exemple quelque chose qui aurait lieu chaque semaine, une messe, pour parler au hasard, évidemment on voit les différences, et c'est dans ces différences qu'on peut trouver du sens. Donc c'est pas pour dire qu'on va entièrement remplacer le papier et les mots par l'écriture visuelle, mais évidemment elle a sa place, et puis elle a sa place tout simplement parce que c'est agréable aussi de voir des films, et c'est peut-être plus accessible que de lire des livres ardus. Christine Gillard, sur cette même ligne, je suppose. Oui, tout à fait, c'est très complémentaire. Et on rencontre beaucoup de chercheurs et de chercheuses aussi qui ne tournent pas forcément un film dans les premiers moments, les premières années de leur terrain, mais ont l'envie d'y retourner après, une fois qu'ils sont plus à l'aise, libérés d'une forme d'écriture qui est peut-être plus académique dans certains contextes, de pouvoir y retourner pour raconter l'histoire, ou en tout cas ce ne sont jamais que des fragments. Un film, c'est toujours une toute petite partie d'une histoire, mais de raconter de nouveau, trouver une nouvelle manière de faire récit à partir de ce vécu avec des gens avec qui on a partagé beaucoup de temps. Très bien, donc une manifestation qui démarre le 19 juin, qui se poursuivra jusqu'au 22 juin. 8 films, dont 2 Tunisiens en ouverture et en clôture, et également des ateliers qui vont permettre de brasser les idées et puis les images. Tout à fait, tout à fait. Voilà, juste peut-être pour dire que certains jours, les jours de samedi et dimanche, il y a 2 représentations. De projections, merci, par jour. Et j'ai oublié de signaler quelque chose de très important, c'est que le samedi 21 juin à 14h, de 14h à 15h30, il y a une masterclass qui est présentée par Ridat Lili, donc le réalisateur du film de clôture La couleur du phosphate, et que cette masterclass est ouverte à toutes et tous, pas uniquement aux participants aux ateliers, mais vraiment à tout le public. Donc à cette occasion, il nous parlera du making-of, si on peut parler ainsi, de son film, mais aussi du reste de sa filmographie et de son implication dans le monde du film. Voilà. Et tout ça sous l'œil bienveillant de Si Hichem Ben Ammar. Donc je pense que ce sera une très belle édition. Très bien, et une confirmation, donc c'est la 2e, c'est l'édition difficile, mais en même temps, maintenant, c'est bien confirmé, le festival Jean Rouch hors les murs s'installe au Maghreb aussi. Oui, et j'espère pour un bon moment, absolument. Tous nos voeux de succès pour cette manifestation, et puis pour les ateliers également, qui seront certainement didactiques. Merci beaucoup à vous, Katia Boissevin, vous êtes directrice de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain ici à Tunis. Merci Christine Gillard, vous êtes enseignante à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, et puis vous êtes cinéaste et primée au Festival Jean Rouch. Merci beaucoup, et puis tous nos voeux de succès. Merci beaucoup, Hatem. Merci.